Welcome to the French American podcast, Anne-Fleur. Merci beaucoup. Thank you so much. Yeah, we will start in English and we will switch to French in the middle. Okay. So I'm really excited to have a conversation with you. You're a French podcast producer and a writer, and you've Mhm. been living in the US since 2011. Am I right? 2007, actually, but close enough. A Okay, while. okay. And are you in Denver right now? Yes. Yeah. How long have you been living in Denver? We moved to Colorado about 2 years ago. Okay. And before Colorado, where were you? I spent about a decade in Boston, in Boston. Massachusetts, on the East Coast. Yeah. Okay, Boston. Yeah, my language partner, Paulette, lived in Boston. Ah, a But very but nice now city. but now she's in Vancouver. Okay. And what motivated your move from the US, from France to the US, I mean? The first time that I moved to the US, it was for an internship, like many people in France. Back then, I was studying engineering in a school in the north of Paris. And in order to graduate, you had to spend at least 6 months in an English-speaking country. And so I went for my first internship in Buffalo, New York. Um, and that was awesome. It was the first time I discovered that you could live. It sounds dumb to say that now, but I think the first time that I fully realized that you can live differently, um, while I don't know, we have the same brands, we have a lot of things in common. Like I'm not moving to Asia where we have different alphabet. Like we have so much in common, but we're so different. And I was completely fascinated by that. Mm. So after your internship, you decided to move in the US? I had to return to France for a little bit to finish my school, and I moved back again because I wanted to travel around the world. And I thought, all right, I need an American degree. I need an international degree that will be easier. Truth is, now I only lived in the US. But yeah, so I went for another degree and I stayed. Mm. Okay. And what were the biggest challenges you faced in 2007 and at first, the big challenges? Well, in 2007, I didn't speak English, to be frank. I have a family in Germany, which kind of led me to, in France, you can pick two languages when you're in middle and high school. So I was studying German. I was really into German, and English, I could not really care less about it. But like many French people, I thought I could speak English until I arrived in the US, and I was like, whoa, I have no idea what's going on. So I think it was super challenging. I did not speak English, and I mostly learned English just by speaking it, which means that my vocabulary was not very developed. It was very, day to day English, but like not very literary. I don't know. um, but so yeah, that was my main difficulty initially, the language. Yeah. So you were a beginner, uh, Oh yeah. Oh yeah. a complete beginner. Yeah. I like to give you an idea. So I was what, like in my third or fourth year after high school in a university. My sister, who was in middle school, was helping me with my English homework because I was so bad. And I honestly, I was not really making an effort to progress. Um, except once I was in the US, I had no choice. Yeah, yeah. But before moving to the US, it wasn't your main focus. Oh, Oh yeah, I could not care less about it. okay. And what did you do? I'm really curious to hear what did you do because you said I speak, but you can speak a language if you are a complete beginner. So what did you do? Do you have a lot of friends? Did you take courses?
Well, Oh yeah. I think I'm thinking of three things. The first thing is, yeah, I mean, as soon as I was even in the airport, I remember I had a long layover in New York before going to Buffalo, and I was like, "Oh my gosh, I have no idea what's going on here." Um, so as soon as I arrived, I looked for classes, and there are a bunch across the U.S. that are English as a ESL, English as a second language, and there were a few classes that were free. You could come. They were every day in a community center near my lab where I was interning, and you could come as much or as little as you wanted. And back then, I was like, you know what? I don't know anybody. I need to learn English, so I was going pretty much every day in the first few months, and it was great because it's the only language you have in common with the other people attending the class is English. Like I had people, I don't know, from like the Middle East, Asia, Africa, South America. I cannot switch to French. That's the only option is English. So we just have to try. And the it was like conversational. So we were not like focusing too hard on like grammar and things like that. It was really like we want you to have practical skills that you can apply as soon as you get out of class. So I think that helped me a lot. The second thing is I am pretty old. I was watching TV with subtitles there. Um, so we didn't really have, it was 2007, we didn't have Netflix, Hulu, HBO, and stuff like that. So I was like really going in the settings of the TV. I need subtitles so I can follow this. Subtitles accuracy was sometimes questionable, but for the most part, it was doing a good job. And back then, I was a huge fan of the TV show Dr. House, which is just House, I think, in English. And I remember, so I arrived in July, and at the end of October, I was watching that show with back then it was my boyfriend. And at the end of the show, he was like, "Did you notice anything?" I'm like, "No." It's like, I didn't put the subtitles. I'm like, oh my gosh, I actually understood what was happening, you know? So it just took a few months of practicing. And I had a lot of French friends, but I met the guy who became my husband um, pretty early during that internship. And he didn't speak French. So we also had no choice but to try in English. So oh, great. And after how many years did you feel completely confident in English? To be able, um, confident and being able to express yourself, to fully express yourself? honestly, it came pretty quickly. I think it was a matter of a few months because I was fully immersed in the language. When I was with my boyfriend, we could only speak English, and we spent quite a bit of time together. Yeah. I was working in a lab with only English speaking or English speakers. Um, so like I know my accent has improved. I know my vocabulary has improved, but I was able to get around and get people to understand me. Uh, I mean, fairly quickly, I think after a few months. I think the ultimate test for me is being on the phone because you have absolutely no um, language. How do you say? Cues? Um, Cues? huh? I think the Oh, word cues. was Yes, cues. Yeah. physical. Yeah. Yeah, you cannot use your hands, you cannot, like, the only thing is your voice, so you really have to, like, you have to have someone who's patient enough because living in the US, so back then I was a smoker. So I would smoke cigarettes, and if you go buy cigarettes usually in gas stations here, and so like we're going on vacation, if I'm in a big town I can talk to people and they understand me, but like as soon as I drive like an hour out of the city, the accent is so hard for them to understand. Not because they want to be a pain, but because I mean, they're just not exposed to, a lot of different accents. And so it's very, very hard. And it was so frustrating for me because I'm like, come on, I'm speaking English. But yeah, so I think it's just try. Yeah, you're right. And I'm wondering about, I know we need to make mistakes in order to learn,
But if Mhm. we make the same mistake again and again, it's really hard to forget about it and say it properly. So Mhm. when you were talking with your boyfriend and with your colleagues, um, I can imagine you were making mistakes. So Uh-huh. um, how did um, you know what I mean? How Yeah. did you improve from making mistakes and Yeah. today it's perfect? Um, Pardon. Um, so I think in the culture, at work, in an internship, with other students, it's very politically incorrect to correct people. So people will more applaud the fact that you tried rather than correct you. So it takes, I think, a much deeper connection, a relationship, for people to accept the fact that you actually want to be corrected. For them, otherwise, it's like, no, it's rude. This person is trying to speak my language. Um, but so my boyfriend, who's now my husband, I mean, I can still hear one. Like I would always say, listen me, like écoute-moi, Yeah, listen me, and I can still hear him. And that was like over 10 years ago. Listen to me, to, and like yeah. so he started correcting me on a few things. Also because I learned my English a lot just by speaking it and rather than writing it or academically. Um, I had a lot of slang in my language, so I think he felt like he had to intervene. He was like, "No, no, no! Like we need to get your language a little more proper." So, but yeah, it did take a lot of re-emphasizing the need that I really need to progress, and it's hard because then he came to live with me in France, and it is indeed very hard. You're like, okay, do I want to applaud the fact that he's trying, or do I want to just nitpick on the little things? Because I understand what he's trying to say, you know? So Yeah. it's a fine line. It's a hard balance to find, I think. Yeah, you're right. And in France, I think it's kind of the same. It's rude if an English native speaker talks to us. We are not going to say, no, no, it's not correct. You should say this Yeah. instead. If we Yeah. understand, we are going to answer the question. We are not going to give feedback. Absolutely. Yeah, It and it, i- it is difficult. yeah, and when I talk to my language partners, and it's the same with my the learners I work with, we know we are here both for improving our language skills. So Hmm. yeah, we decided to we don't interrupt the conversation. We want to keep the flow of the conversation, but we write the mistakes the other one is Oh, doing. it's a great idea. And Yeah. after 25 minutes, we need 5 minutes to give feedback to the other one. So Uh-huh. it helps to That's a improve. great idea. That way you don't interrupt the conversation, Yeah, but you can still share yeah, feedback. yeah. Yeah. And I have a question for you. You're a podcast producer, so I Mhm. imagine that you love listening to podcasts. Right. Um, did you listen to a lot of podcasts in English back then? 2007, no, absolutely not. I think I really started listening podcasts when I became a mom. So 2018, pretty late in the game. I think the podcast adoption in the US, like the massive consumption of podcasts, dates back to 2014 in the US with the podcast Serial, which, if you like thrillers, I recommend 300%. It's amazing. But yeah, no, I started a little late. Okay, so 2018. Yeah. Okay. And since 2018, did you no? Do you listen to podcasts a lot? Oh yeah. Oh yeah. It drives sometimes my husband calls it the voices because I like even before I listen to podcasts like native podcasts, so meaning they're never on the radio, they're only available online. I would listen to radio replays for like Europe 1, France Inter, like all these famous
radio stations in France. So that was before 2018. And like, I don't know, I would get up in the morning and listen to the news because I want to know what's going on in where I'm coming from, right? In France, or like get some word views, but from another part than the US, from another part of the world. But I had a tendency to kind of like blast that with my coffee in the morning. It's pretty loud. I don't want to talk to anyone. Just listen to the news, which is not very conducive to communication. Great. And do you have children? Yeah, One daughter, one son? one son. One son. And so do you speak French or English with him? Both. So he's now 5.5. Initially, I think I tried really, really hard to only speak. I tried really, really hard to speak only French with him because I was like, okay, he needs to. My husband speaks French now, but because language is so important for me, I feel like if you speak people's language, you connect at a much deeper level with them. I have a very strong relationship with my family back home in France. And I'm like, okay, if you don't speak, even if you know they speak some English, it's not the same. It's really important for me that they speak French. So like, I we really tried the one parent, one language approach for a while. And when my son started school, it was interesting because there is some vocabulary that he learns at school that we never use at home, for example. So I realized, like he's like pretty much like a French English dictionary, like he can switch between two things, but things that he only learns at school that we don't get to talk about at home, he doesn't know the word in French. Or like now he's 5, it's hilarious. Like he will try to, I don't know, um, chalkboard. He's gonna say chalkboard or something. He's gonna try to Frenchify the word because he doesn't know it, which is pretty funny. But yeah. So my husband would stick to English. I would stick to French, and slowly, to be honest, now that we're in Denver, we have a little less French. There's a lot of French people, but the French community is a lot of French American family. So they speak both languages as well. Um, so I think he's a little less exposed to French. The way we sorry, I lost my train of thought. I lose my French. Not that I cannot speak French. Of course, I can speak French, and I speak French daily on my podcast. But it becomes more of an automatism for me to switch to English because I don't know. We're out of the house. I don't want to be rude to people around us. If people don't speak French, and sometimes also like I don't want to get all the attention. Like I don't want people to think like, okay, those are the non-American people, or Mm. so yeah, Do it's a you mix. feel like you want to fit in? Yeah, yeah. Mm. Not that I don't feel like we fit in, but language wise, Colorado is a lot more um conservative than the Northeast was, where it was completely accepted that people come from different backgrounds, different languages, different everything. Here, people are not mean to me, but I can sense that sometimes people are like, I don't want, like, so you're like, it's not every day, but I guess like unconsciously, I'm switching more to English when we're out of the house. Yeah. Mm. And when you speak to your husband, you speak both in French and in English? Yeah. So, initially we would only speak English together. Then we lived in France together for 3 years, and when we came back, so when he was in France, he took basically the same stuff than I did. He learned French, and when we came back, I was like, all right, if we keep speaking only in French, he's gonna just lose it. If we keep only speaking English together, he's just gonna lose it. So I tried really hard, and honestly, it was hard because it's like you have one language, or like your partner doesn't know a word,
but you have to use it. So like I would speak English, I would speak French, I would repeat it in English and say it again in French to try to, help him assimilate these things. And the arguments are still in English for the most part. I'm not surprised. but Yeah. yeah, otherwise it's usually a mix of both. Like when we're tired, I think I speak French to him and he responds in English. And it's, yeah, we're a little bit unbearable, I think, for our friends sometimes. Great. And about your expatriation, what do you miss most about France? Family. Right. Yeah. I think, after like now I've lived abroad for, I have no idea, 17, 16 years. Um, I like, I still feel like I go back home when I go back to France, which initially was offending my husband because it's like our home is here. I'm like, yes, it is too, but I feel like I have more than one home. I grew up there, but if my family, I don't know if I, by some random magic trick, I was able to move my family to the US. Um, I would be okay skipping France for a few years. I love my country, but it's really my people that I miss. Yeah. And we're considering, or I'm pushing, he's okay, but I'm pushing for returning to France in a few years, mostly for family. Mm. Yeah. Okay. Really interesting. If you agree, we will switch to French. Mhm. Et à partir de maintenant, je vais te poser plutôt des questions par rapport à ton travail. Là, en Okay. anglais, on parlait voilà, de l'apprentissage de l'anglais, un petit peu de ton Mhm. expatriation, surtout par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Parle-nous un peu de ton travail. Sur LinkedIn, donc tu as noté ingénieuse, hein, c'est ça ou c'est moi qui... Ouais. T'as mis ingénieur ou... Ingénieur. Ah, alors c'est moi. Ingénieur. Ah oui, non, je Ou me suis alors trompée. c'est une faute de frappe parce que je Non, mets non, pas c'est ça, je moi. pense pas. C'est moi parce que Ok. j'ai mis oui, c'est pas français, mais j'ai mis ingénieuse podcasteuse. Tu sais, j'ai dû m'emballer. C'est Ah ingénieuse oui, d'accord. podcasteuse en reconversion journalistique. Avant de parler de Ouais. la partie reconversion, voilà, raconte-nous un petit peu comment ta carrière a commencé et comment tu es tombée un peu dans la radio, les podcasts. Ouais, bah en fait, ça date de mon école d'ingénieur donc en France. À l'époque, j'étudiais le génie biomédical, avec une spécialité en biomécanique et biomatériaux. Alors ça paraît peut-être un peu, abstrait comme ça. En gros, c'est les prothèses. C'est, le design de prothèses ou, les greffes, de tissus, voilà, pour réparer, des morceaux du corps humain. C'était passionnant. Franchement, j'ai adoré, ce que j'ai fait. Je l'ai fait aussi en labo, en France, chez L'Oréal, et aux États-Unis. Et voilà, j'ai eu mes premiers jobs, aux US, pour, des boîtes françaises, notamment. Ça s'est bien passé, mais j'ai, un peu souffert d'un burn-out. Comme, malheureusement, c'est quelque chose un peu à la mode, les métiers passion, bah, des fois, c'est dangereux parce que, ça prend le dessus sur tout le reste. Je voyageais énormément et ça devenait un petit peu difficile et donc quand, je suis, tombée enceinte, j'ai cherché un boulot un peu plus sédentaire, et je suis rentrée au MIT, à ce moment-là, dans un département, qui c'est de l'éducation professionnelle, en ligne. Hem et en fait, là, un de mes premiers er boulots, ça a été de créer le podcast du département, à destination, des clients. Et en fait, ce que j'ai pas dit dans l'histoire, excuse-moi, mon histoire a ni queue ni tête. Quand, j'étais étudiante, du coup, à Compiègne, donc pendant mon école d'ingénieur, j'avais un cours, de démocratie participative où en gros, fallait trouver des manières de susciter le débat avec le grand public. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis rapprochée de la radio, locale, pour, pour, bah, parce que c'était un truc qui m'intéressait beaucoup et donc pour proposer, en fait, un programme qui permettrait de remettre un peu en question, les grandes idées, reçues, les grandes légendes urbaines, en termes de science et de technologie.
Et j'ai fait ça pendant 3 ans, j'ai adoré. J'ai même pris la présidence de la radio, pendant un moment. Mais voilà, une fois que j'étais aux États-Unis, je me voyais pas trop, je me disais: «Bon, je sais pas, un petit souci de légitimité, j'ai un gros accent». C'était pas évident. Et donc voilà, arrive, quasiment 10 ans plus tard, cette opportunité au MIT. J'y prends beaucoup de plaisir et puis là, en fait, je crois que je me rends compte que le podcast, par rapport à la radio, c'est quelque chose de beaucoup plus accessible, en fait. On peut, heu, on peut se lancer, on peut tenter des choses, je veux dire, au pire, on n'écoute pas, mais il y a pas de la barrière finalement à l'entrée est vachement plus basse. Enfin, c'était beaucoup plus simple de tenter. Donc en 2019, bah, j'ai lancé un podcast en tant qu'indépendante, à l'époque avec une copine, Est-ce que qui est le c'était podcast French donc qui est Expat? C'était French ouais, Expat? voilà, Mhm. ouais, donc le podcast existe toujours. Je suis en train de préparer la saison 6. Et en fait, ce podcast a été assez fou parce que, il y a eu un gros, gros engouement. Alors moi, à l'époque, j'étais plutôt connectée avec la communauté de Français aux États-Unis, mais il y a eu un gros engouement, en termes d'écoute. Ça a été très, surprenant et très enivrant parce qu'on se dit: «Waouh, il y a une attente, il y a un besoin». Moi, à l'époque, j'étais aussi dans ce questionnement de me dire: «Tiens, je suis française à l'étranger, mais je suis pas là que pour 2 3 ans, comme beaucoup de gens, hein, qui viennent, Ouais. vivre à l'étranger». Comment est-ce que je continue en fait à me connecter à ma culture? Peut-être que c'était aussi en devenant maman, parent, que je me demandais comment est-ce que je garde, ce lien-là? Et donc ça m'intéressait en fait d'aller un peu, heu, poser, ces questions à d'autres Français vivant à l'étranger. Et voilà. Et puis, il y a le covid qui est arrivé comme on le sait tous, et puis, je crois que c'est en 2021, je suis passée à mi-temps en fait avec mon job, au MIT. Et un média qui s'appelle French Morning, qui m'a proposé en fait de produire, le podcast, French Expat avec moi. Et donc en fait, ça m'a permis, d'avoir un parachute un peu, de me lancer finalement en freelance en ayant déjà un client, régulier. Bah, c'est forcément beaucoup plus rassurant et voilà, ça s'est fait un peu progressivement comme ça, quoi. J'ai interviewé Romain sur le podcast, ça sera l'épisode D'accord. 5. Donc il a parlé un peu voilà, de French Morning, évidemment. Mais du coup, Mmh. ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que le podcast French Expat, c'est toi qui l'as lancé, c'était ton podcast à toi. Ouais, ouais. Et au début, enfin, j'imagine qu'il n'était pas monétisé, c'était vraiment juste le plaisir de faire un podcast. Oui et non. Initialement, oui, c'était, pour le plaisir et puis, bon, faut savoir un truc, c'est que je suis c'est pas un trait de caractère, c'est quelque chose de vrai ancré en moi. Je suis hyperactive, on appelle ça ADHD, je sais plus comment on appelle ça en français. Ouais. Mais donc en gros, quand je fais quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai tendance à me faire dévorer, par ça, mais parce que je le laisse aussi, hein, me dévorer. Et donc en fait, je voyais le temps que ça me prenait, l'énergie et cetera et je me suis dit: «Bon, bah, ce serait quand même cool, de réussir à sortir quelques petites choses de ça». Donc j'ai dû avoir quelques sponsors, mais j'ai envie de dire, c'est un boulot en soi, en fait, d'aller démarcher, les sponsors. C'est un boulot de commercial, quoi. Donc je l'ai pas poussé énormément, mais j'arrivais à générer quelques, je sais pas, centaines d'euros, un peu plus, par mois, quoi, un truc comme ça. Mmh. Et après, c'est là que French Morning est arrivé. En fait, pour la petite histoire, je parlais avec Emmanuel, qui est le fondateur, de French Morning, Emmanuel Saint-Martin. Et à l'époque, en fait, moi, je cherchais à lui vendre, en fait, des piges de recommandations de podcasts parce que c'est un truc que j'adore, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai beaucoup de conversations qui commencent, avec, mes amis, mon entourage par: «Oh, j'ai écouté tel podcast, il faut absolument que tu écoutes», enfin bref. Et puis donc, je lui disais: «Bah, voilà, il y a moyen peut-être de trouver des podcasts, qui pourraient intéresser les Français aux États-Unis, machin». Puis je sentais qu'il accrochait pas énormément, quoi. Il était bon, voilà, il écoutait, parce qu'on lui avait dit, Anne-Fleur est super, il faut que tu prennes ce rendez-vous avec elle, mais il n'était pas, pas particulièrement passionné par, cette idée de pige podcast. Mais en fait, en faisant, connaissance, un peu plus, je lui disais: «Bon, bah, moi, tu vois, j'arrive au 100e épisode de French Expat, heu, je commence un peu à avoir du mal à me renouveler avec les moyens que j'ai, en fait. Ouais. Je vois pas comment faire progresser le podcast». Hem, Attends, excuse-moi. À Excuse-moi. tes souhaits. Hem, merci.
Voilà, je vois pas trop comment, faire, progresser, le podcast. Je sais pas trop ce qui va devenir, en fait, de ce podcast. Et là, Emmanuel m'a dit: «Mais tu sais, moi, ça m'intéresse. Est-ce que tu voudrais qu'on s'associe pour produire le podcast?» Et donc en gros, clairement, c'est un podcast qui est produit en gros, je suis payée par French Morning pour le produire, et French Morning, en plus, le monétise. D'accord. Et donc, ce podcast, ça a été le premier, mais après, il y en a eu Ouais. d'autres, c'est ça? Du coup, tu Ouais. es freelance et tu crées les podcasts d'autres entreprises, si j'ai bien compris. Ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Alors beaucoup de podcasts effectivement de marques, des podcasts indépendants. En indépendant, j'ai donc French Expat. Alors c'est pour bientôt, qui était un podcast qui est toujours en ligne, mais qui traite, des j'ai envie de dire des itinéraires bis vers la parentalité. Alors c'est pour bientôt cette question qu'on pose beaucoup aux gens, je sais pas, qui approchent la quarantaine: «Alors pourquoi tu as toujours pas d'enfant, quoi?» Alors que ça nous regarde absolument pas. Et puis en fait, un truc qui m'a énormément aidé dans ma reconversion et qui m'a aidé en fait en légitimité et en prise de contact avec des clients potentiels, c'est, un podcast qui s'appelle Génération Podcast, dans lequel, et c'est un podcast vraiment qui a accompagné toute ma reconversion, dans lequel au début j'ai fait des recommandations de podcasts, j'ai fait des interviews, initialement que de podcasteurs, puis après de tous les acteurs, du monde du podcast, donc que ce soit, je sais pas, de la régie pub, du producteur, de l'ingé son, de l'hôte et cetera. Hem Et puis, on a eu aussi des chroniques, d'actu, de l'écosystème du podcast, enfin bref. Et donc, ce podcast m'a énormément aidée. Et donc en parallèle, effectivement, je crée des podcasts pour, des particuliers et pour des, professionnels. Voilà, en ce moment, je travaille par exemple avec, l'ambassade de France à Washington, avec, Orange. J'ai fait plusieurs universités comme ça en France. Enfin bref, c'est toujours des projets assez sympas. Et puis, des podcasts, en français comme en anglais. Et puis donc j'en fais aussi pour les particuliers qui sont, des podcasts, en fait, qui n'ont pas pour vocation à être, postés, je sais pas, sur YouTube, Spotify et cetera. C'est des podcasts qu'on s'offre, en fait, l'un à l'autre, dans lesquels on se raconte des fois des secrets, des petits moments, un peu particuliers, et c'est toujours très touchant, parce que c'est ouais, voilà, on les gens s'envoient pas des podcasts de haine, en fait. Donc c'est des Oui. podcasts très, très émouvants. Voilà. Et tu as à ton actif plus de 500 podcasts, j'ai vu sur ton site. Qu'est-ce qui Ouais. Ouais, donc c'est énorme. Qu'est-ce qui te passionne dans ce format, en fait? Pourquoi tu aimes autant ça? Est-ce que tu arrives à expliquer? Bah, d'abord, il y a le média, l'audio. Je crois que j'aime énormément, l'audio, et je trouve qu'en fait, tu sais, c'est comme, quand on te prive d'un sens, les autres sens se développent, encore plus. Et là, en fait, souvent, le réflexe maintenant qu'on a, on est un peu, surstimulé par tous les écrans, par la vision, le visuel, et là, en fait, c'est comme si on te fermait les yeux, et en fait, tu te concentres encore plus sur l'audio. Alors, tu as le pouvoir de la voix. Très souvent, on écoute au casque ou dans des écouteurs, et c'est un peu comme si tu avais une relation privilégiée avec la personne qui te parle. On te parle dans tes oreilles directement. Tu as une sorte, ouais, de proximité qui est, hyper intéressante, et puis il y a plein de choses super fun qu'on peut faire avec l'audio, en termes d'habillage, pour transporter les gens dans un univers particulier. J'ai la chance de travailler avec une super ingénieure du son qui m'a appris plein de choses, là-dessus, aussi. Et puis, bah, le format podcast est chouette parce qu'il est embarquable, en fait. Je crois que moi, j'ai énormément accroché quand je suis devenue maman, parce que, bah, je te disais, cette hyperactivité fait aussi que c'était très difficile pour moi de lâcher prise, en fait, quand je suis devenue maman. De se dire, enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, de se dire, «OK, je dois vivre au rythme de mon enfant et pas l'inverse, quoi», tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, du coup, d'avoir un podcast, en fait, j'avais l'impression un peu de sortir aussi de mon quotidien, d'apprendre des choses, et ça remplissait un peu cette envie, cette soif d'apprendre, chez moi, quoi. Et donc c'était chouette parce que finalement, tu peux le faire, en faisant la vaisselle, en changeant ton enfant, en prenant ta douche même. J'ai même une enceinte dans ma douche, j'avoue. Mais, Une enceinte, voilà. que tu mets dans la salle de bain ou carrément dans la douche? Elle est dans la douche, ouais, c'est une copine qui m'avait montré ça, c'est un truc waterproof, tu peux mettre dans la douche, Alors et là c'est sympa. là Alors tu peux écouter de la musique ou tu peux, ouais. alors là, tu viens de me faire découvrir quelque chose, parce que j'ai déjà Eh essayé bah, tu vois? l'enceinte dans la salle de bain, mais on n'entend pas bien, en fait, quand Non, 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 dans la douche, c'est pas mal, et puis ça coûte pas grand-chose, hein. J'avais dû payer ça, je sais pas, 15-20 $. C'est pas bah, c'est c'est une bonne accessible. idée, que je vais retenir. Ouais. Parce
que moi, je pense qu'on a, enfin, je me rends compte qu'on a beaucoup de points communs par rapport à le côté Ouais, hyperactif, la soif d'apprendre. Et moi, c'est ouais, pareil, les podcasts, c'est devenu ma vie. ouais. Chaque semaine, j'en écoute peut-être trois ou quatre, tu vois. Alors euh, des fois pas en entier, des fois je passe de l'un à Ouais. l'autre. Mais Mhm. écouter les podcasts, ça me transporte ailleurs, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis j'apprends plein de choses, donc voilà, c'est un format que j'adore. Et tu viens de me trouver une solution pour en écouter sous la douche. Ouais, c'est dangereux du coup parce que t'as un moment où t'en écoutes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ouais, c'est chouette. Ok. Et je voulais aussi te poser des questions sur le côté writer. J'ai plus le mot en français. Tu as dit que tu étais podcasteuse et auteur. Ouais, ouais. Tu écris aussi des articles, c'est ça? Ouais, j'écris des articles. Je bosse. À partir de la semaine prochaine, je bosse pour 20 minutes. Le média en ligne et le journal papier gratuit là qu'on connaît en France. Donc j'écris pour eux pas mal sur l'actu US. J'ai écrit pas mal pour un média qui s'appelle Frenchly, qui est sur la culture française pour les Américains. Hem, je sais pas, j'écris pour French Morning, aussi, bon toutes les semaines pour le podcast, mais aussi de temps en temps sur d'autres choses. Ouais, j'aime beaucoup écrire. Là, cette dernière année qui vient de se passer, j'étais à un peu moins que mi-temps, donc ça a pas été trop propice aux nouveaux projets. Mais actuellement, je travaille sur un livre aussi, sur la culture américaine et ouais, j'adore écrire. Je Mm. Tout ce qui est créatif, ça fait énormément de bien. Et donc, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le livre que tu es en train d'écrire? Désolée. Non, pas encore, je suis désolée, j'ai pas le droit. Ok. Ouais. Alors, j'ai une autre question que je voulais te Mmh. poser avant et j'ai oublié. Tu as interviewé un nombre de personnes, un nombre de Français incalculable, donc des Français qui se sont expatriés partout dans le monde, j'imagine. C'était Mmh. pas que aux Ouais. États-Unis, hein, partout dans le monde. Pas que, Euh, alors, de plus récemment, c'est surtout aux États-Unis parce que, il y a une réalité du chiffre, en fait, c'est que les épisodes aux États-Unis sont beaucoup plus écoutés que les autres. Mais ouais, au début, on essayait vraiment de toucher partout dans le monde, ouais. Ouais. J'en ai écouté d'ailleurs de nombreux. J'ai écouté beaucoup d'épisodes que tu as fait. Et comme tu dis, ce côté on est Merci. transporté, je le sens Ouais, vraiment, tu vois. Et ça me ouais. fait pas ça pour tous les podcasts, mais pour French Expat, vraiment, ça me le fait. Ah bah, Ce merci. côté où on est transporté, on a l'impression de voyager avec toi et ton invité. Ouais. Ah génial. Voilà. Et du coup, j'aimerais savoir, voilà, t'es un peu rentré dans le quotidien de centaines de personnes. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ton quotidien à toi, toutes ces rencontres? Ça m'apporte énormément de choses. Hem, je crois que si on écoute tous les épisodes, ce qui serait quand même un gros boulot parce qu'on est à plus de 300 épisodes sur French Expat, mais si on écoute tous les épisodes dans l'ordre, hem, je peux retracer, en fait, mes propres questionnements personnels, tu vois? Mm. J'ai une tendance aussi, en fait, à aller me poser, je sais pas, quand j'ai eu des questions sur ma parentalité, sur l'apprentissage de la langue, sur, les écoles, françaises, mais aussi, je sais pas, sur, les difficultés au sein d'un couple multiculturel, que ce soit au niveau de la langue, de la transmission de la culture, enfin, je sais pas, plein de choses. Il y a vraiment plein, plein de choses. Je C'est difficile de résumer 300 épisodes comme ça. Hem, En fait, j'ai un accès privilégié à des gens qui sont parfois passés par là, ou qui se posent des questions, liées, en fait, un peu à tout ça, où j'ai aussi la chance d'interviewer des enfants, expats, en fait, et de comprendre l'impact des décisions de leurs parents sur eux-mêmes. Et je trouve que c'est voilà, c'est hyper, c'est une chance folle, c'est une ressource incroyable, en fait. C'est une ressource que je mets à la disposition de mes auditeurs et auditrices, mais je crois mais à ma disposition moi aussi et je pense que le jour où ça répondra plus à aucune de mes questions, peut-être que ça voudrait dire que j'ai fait le tour du sujet, ou en tout cas que ça m'apporte plus grand chose. Je pense que c'est important, j'espère qu'on le sent encore, qu'il y a de la passion, en fait, Ouais. dans Ah ce bah que oui, je oui, fais. bien sûr qu'on la Hem sent. Et je pense que si on la sent pas, alors le contrat n'est plus rempli, Ouais. auprès de mes auditeurs. Ouais. Donc voilà. Ah, je savais pas que tu avais enfin, que tu interviews aussi des enfants. Ouais, 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 j'ai fait des séries sur les enfants et j'ai interviewé ma première enfant, je pense que c'est début de saison 2 début de saison 3, Eva, qui
devais avoir 11, 12 ans à l'époque. Et Mmh. c'était très touchant. Ils te racontent, leur arrivée, le fait qu'ils comprenaient rien, mais dans les mots, dans les ressentis non filtrés finalement d'un enfant, je trouve que Mmh. c'est hyper précieux et pour des enfants qui passent par là, mais aussi pour des parents pour comprendre, je sais pas, comment les préparer, comment les accompagner dans ces transitions qui sont un peu dingues. Hem, oh c'est j'ai moi j'adore ces rencontres. Je trouve que c'est des Ouais. rencontres hyper privilégiées et puis tu vois, quand je suis arrivée dans le Colorado, il y a du coup 2 ans, ça a été dingue aussi parce que je suis allée à quelques événements de français et là, en fait, c'est la première fois que j'ai réalisé qu'on écoutait le podcast. Alors que bon, je le sais, je vois les chiffres, je sais qu'il y a plein de monde qui écoute, c'est super. Mais, tu vois, j'arrive, je sais pas, au pique-nique, estival des Français du coin, puis il me fait: «Ah! Mais c'est toi Anne Fleur?» Puis c'est vrai qu'Anne Fleur, en même temps, tu vois, c'est pas Ouais. un prénom hyper commun. Puis je dis: «Oui, c'est moi Anne Fleur». «Mais c'est toi Anne Fleur de French Expat?» Puis je dis: «Oui, oui». «Ah, mais je t'écoute toutes les semaines» et là, c'est dingue, en fait, de se dire: «Waouh, en fait, ça a un impact au-delà de mon bureau, quoi, en fait». Il y a des gens qui écoutent, sur qui peuvent retrouver des ressources dedans, que ça aide et Mmh. ça, c'est hyper porteur. Tu te dis: «Waouh, c'est fou, ça a une vraie utilité» et Ouais. c'est Et je crois la que c'est notre but à tous, la transmission. et la voix, en fait, moi, ça m'était arrivé avec mon premier podcast Montessori où j'ai fait plus de 135 Ouais, épisodes. Les gens, quand je génial. croisais une personne, elle me disait, quand je l'avais ou plutôt quand je l'avais au téléphone, elle me disait: «Oh mais Céline, Mmh. en fait, ta voix, j'ai l'impression de te connaître parce que tu Ouais. es avec moi toutes Oui, les semaines». de nombre de fois, on m'a dit ça. Ouais. Ouais, c'est fou, hein? Le pouvoir de la voix, c'est incroyable. Ouais. Et donc évidemment, c'est toi qui fais l'enregistrement, mais j'ai une question sur avant et après. Est-ce que c'est toi qui choisis tes invités et est-ce que c'est toi qui gères le montage? Ouais, les 2, ouais. Je choisis mes invités, parce que voilà, après on me propose, tu vois, dans la rédaction, des conférences de rédaction, des fois on me dit: «Ah tiens, Anne Fleur, ça peut t'intéresser?» mais je peux dire non. Je Ouais. peux dire: «Bah non, pas particulièrement», je peux dire oui. Hem et puis j'ai souvent des gens qui m'écrivent aussi. Alors je peux pas donner, retour à tout le monde parce que j'essaye d'avoir un angle précis, parce que j'essaye de renouveler, j'essaye de m'assurer que les histoires se ressemblent pas trop, d'une semaine sur l'autre. Et puis le montage, alors je sais que c'est très à la mode et je comprends complètement, hein, d'outsourcer cette partie-là. Mais moi, je trouve que c'est un truc qui me tient à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui aiment pas ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est ma touche sur l'éditorial. Ça me permet, je sais pas, d'ajouter, des clarifications, je sais pas, des fois, Mmh. je rajoute des voix off, des choses comme ça pour expliquer un peu plus. Hem donc voilà. Par contre, ensuite, mon montage, je l'envoie à une ingé son, dont je te parlais tout à l'heure, Alice Krief, qui est super et qui, elle, va travailler l'atmosphère, de l'épisode, musicalement, par des bruits, qui va aussi mixer pour que ce soit agréable à écouter, parce que, interviewer des expatriés, ça veut dire interviewer beaucoup à distance, et donc c'est pas toujours des conditions d'enregistrement optimales et voilà. Elle Mmh. fait un super boulot. Je te demanderai peut-être son nom en off parce que moi, pour Ouais. l'instant, je fais tout toute seule et c'est vrai que pour le Ouais. montage, je pourrais faire mieux, on va dire. Ouais, non, mais c'est pas facile, hein. Mmh. Ouais. J'aimerais te poser quelques questions sur, par rapport à la culture. Mmh. J'ai lu un post sur LinkedIn il y a quelques jours, une personne qui comparait la France et les États-Unis et il y Ouais. avait comme titre: «L'entraide. En France, qu'est-ce que j'obtiens? Aux États-Unis, qu'est-ce que je peux apporter?» Tu vois? Comme si un Français, par rapport à l'entraide, se dirait, «Qu'est-ce que je Mmh. peux obtenir dans cette relation?» alors qu'aux Mmh. États-Unis, un Américain se dirait: «Qu'est-ce que je peux apporter?» Ouais. Est-ce que ça te parle? Quelle est ton opinion par rapport à ça? Alors, je marche sur des œufs parce que j'aime pas faire des généralités, aussi. J'essaie de pas comparer, ce qui est pas comparable, en fait, parce que, c'est aussi qu'on a des quotidiens très différents, finalement, entre la France et les États-Unis. Hem, mais, je pense qu'on tire le trait un peu loin, on pousse le trait un peu loin. Hem, mais j'ai envie de dire qu'aux États-Unis, en fait, tout se paye. Tout, 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 tout se paye et donc du coup, on est peut-être plus, dans je sais pas si j'arrive à l'expliquer, mais c'est vrai on a tendance à être, je pense il y a un état d'esprit très communautaire. Hem, Qu'est-ce que je peux apporter? Je sais pas, comme dans les films, en fait, tu vois? Genre, quand j'ai aménagé dans le Colorado, j'ai le camion de déménagement qui est parti. J'ai les voisins qui sont arrivés avec, un plateau de cookies pour se présenter.
comme dans, Desperate Housewives, quoi, le truc. Et tu vois, il y a beaucoup de je sais pas, tu as tous les groupes Facebook de quartier, d'école, de machin. Tu fais partie de plein de communautés, je sais pas, de tel sport, de la ville, de machin. Pas, pour essayer de faire des choses ensemble, pour essayer de: «Ah, on fait partie de la même communauté». Hem, je suis pas sûre que les gens le pensent directement, mais c'est: «Si je peux t'aider, j'aide finalement toute la communauté, je tire la communauté vers le haut». Mmh. Hem, en France, j'ai du mal à tirer ça parce que moi, finalement, ma vie d'adulte, je l'ai vécue qu'aux États-Unis. Tu vois? Je suis partie, vivre aux US, j'avais 21 ans, donc je connais, assez mal finalement, la France. Mais je pen si je peux me permettre, je dirais qu'on est quand même un peu dans le cliché, de dire qu'en France, on cherche, que à savoir ce qu'on va gagner. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont le faire, mais il y en aura aussi aux États-Unis. Ouais. Moi, je Et trouve qu'on puis, est dur avec les Français. On aime bien bâcher quand même les Français. ouais. Et puis dire les États-Unis, quand tu vois la taille du pays, les différences entre chaque Mais bien État, sûr. déjà tu peux pas, à mon avis, Ouais. faire de généralité d'un Tu État à des États l'autre. qui sont plus grands que la France, Ouais, mais bien sûr. voilà. Ouais, Mmh. ouais. Et puis les lois vont changer d'État en État, donc les besoins sont pas forcément les mêmes non plus. Non, c'est Ouais. clair. Alors du coup, j'aimerais bien te poser que de toi-même, tu nous partages une différence culturelle que toi tu as vécue et que tu as expérimentée, tu vois, entre la France, même si tu étais jeune, enfin à 21 ans, tu étais quand même déjà adulte. Quelle est la grosse différence culturelle pour toi qui te voilà, qui te plaît ou qui te dérange? Peu importe dans quel sens. Bah, hem, c'est un truc, je reviens là d'un week-end de camping avec des copains et c'est un truc dont on parlait. C'est, le rapport à la bouffe. Alors, si on est dans le cliché à nouveau, on va dire: «Ouais, les Américains, ils passent leur temps à manger, du fast-food et cetera». Franchement, c'est pas vrai. Mais le rapport à la nourriture, en France, c'est là et je sais que c'était un truc qui frustrait un peu mon mari quand on vivait en France, c'est qu'en fait, c'est là que tu sociabilises, tu vois? Hem, on va prendre des nouvelles des copains, bah, on va se faire une bouffe, on va se faire un repas ensemble, on va rester 3 heures à table et on va refaire le monde et machin. Et mon mari, je sais qu'à l'époque, ça le frustrait beaucoup et moi, je comprenais pas trop parce qu'il était: «Oh, mais tu veux pas plutôt, je sais pas, qu'on aille se balader en montagne, qu'on aille faire du kayak, qu'on a machin?» Parce qu'il était: «Mais qu'on fasse quelque chose de constructif ensemble». Et et ici, finalement, le repas n'est pas forcément alors bien sûr, il y a des exceptions, hein, comme on le disait avec tous les warnings, nécessaires, mais le repas n'est pas forcément, un moment obligé de la journée. Se nourrir, c'est quelque Mmh. chose de pratique. Je réponds à un besoin, donc je vais manger quand j'ai besoin de manger. Mais j'ai pas forcément besoin d'attendre toute ma famille. J'ai pas forcément besoin d'en faire un truc de plus d'un quart d'heure, enfin, tu vois? Et et du coup, je trouve que c'est 2 cultures très différentes et finalement, j'apprends aussi à apprécier, en fait, le côté américain qui est que, hem, heu, bah, tout mon cercle social ne passe pas que par aller boire un coup ou manger. Ou et heureusement, tu vois? Je veux dire, ça paraît évident quand je le dis comme ça, mais Mmh. au quotidien, moi, je le vois, tu vois? Quand je rentre en France, c'est: «Ah bah, on va se retrouver, tiens, Anne-Fleur et Mike rentrent, on va se faire, je sais pas, un bon repas et tout» et ce qui est vachement sympa. Mais bien sûr, tu peux pas faire ça tout le temps. Donc je sais pas, ouais, le rapport en fait et l'aspect pratique en fait des choses, tu vois? C'est comme, si on regarde l'aspect pratique, en France, tu as tendance à t'apprêter quand même, que ce soit même pour aller, à la poster un truc ou faire une course. Ouais. Ici, tu vas voir les gens en pige aller faire leurs courses, Ah bon? ou déposer leurs enfants. Mais bien sûr! Moi, je me souviens, tu vois, j'étais prof, de TD en fac, dans les débuts des années 2010 à Buffalo et je me souviens, en fait, de voir des étudiants débarquer, mais en pyjama, en chaussons, puis j'étais: «Mais what?» Et en fait, non, c'est c'est juste l'aspect pratique. Donc, comme tu vas voir, je sais pas, des femmes en tailleur, hyper, bah, vraiment un canon, belles fringues et tout et en grosses baskets en dessous, parce que c'est pratique pour marcher dans la rue. Alors je pense que ça change et ça évolue et peut-être qu'à Paris, c'est pratique aussi de prendre le métro en tennis, je dis pas. Mmh. Mais, je sais qu'à l'époque, en tout cas, j'étais: «Waouh, Ouais. c'est différent». Il y a l'aspect pratique et il y a l'aspect, accessoire et je sais que c'est toujours une bataille, tu vois, depuis 17 ans que je suis avec mon mari, où il me dit: «Mais pourquoi tu as mis ces chaussures? C'est pas du tout pratique. Qu'est-ce que tu fous avec ça?» Je dis: «Bah oui, mais c'est joli». Ah, Voilà. le coup du pyjama, ça m'a j'ai été surprise aussi. Ah, ça décomplexe, hein, ça décomplexe, pas mal et en fait, c'est vrai que ça m'arrive du coup, tu vois, d'aller faire, je sais pas, les courses, des trucs comme ça. Bon, tu Oui, si tu es en je vais jogging, voilà, jamais en poussé jogging jusqu'au et pyjama, mais ouais, 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 ça passe c'est quoi. ça. Ouais.
Ok. Ouais. Mais écoute, j'aimerais terminer ce super moment par une question. D'habitude, je demande toujours à mes invités de partager un livre. Mais avec toi, je suis Mhm. obligée de te demander de partager un Mm. podcast que tu adores écouter. Alors, j'en voudrais même deux. Un en français et Mm. un en anglais. Parce que du coup, les auditeurs du podcast French American Team, il y a voilà, des Français, des anglophones. Donc, est-ce que Ouais. tu pourrais nous partager deux podcasts? Ah là, tu m'arranges pas, j'avais préparé un livre, moi, attends. Je rigole. Dis-nous quand même ton livre, Euh, si tu veux. On est... non, non, mais euh, il y a beaucoup de choses en anglais sur deux registres différents. Tu vois, je vais t'en donner deux en anglais. Il y a un podcast que je trouve excellent en termes d'information, que tu connais très certainement, c'est le Daily du New York Times. Qui, en fait, te fait pas forcément, tu vois, c'est pas le JT. C'est pas, genre, je prends une demi heure et je te dis tout ce qui se passe dans le monde. C'est non, en fait, on choisit un truc précis, qui se passe dans le monde et soit c'est, je sais pas, un truc immersif, genre au moment, du début de la guerre en Ukraine, c'est, des journalistes, en fait, qui t'embarquent avec eux, en fait, qui sont en Ukraine et qui essaient de te faire comprendre ce qui se passe vraiment avec les locaux. Ou alors des fois, je sais pas, c'est une interview, en studio, à New York, enfin bref. C'est hyper bien fait. C'est je crois que c'est le podcast le plus écouté au monde, donc Ah peut-être que je oui. vous apprends pas grand-chose, mais c'est, vraiment incroyable et en gros, je sais pas, généralement, c'est un format d'à peu près une demi heure et il y a, 22-25 minutes, en fait, sur ce sujet et après, tu as 5 minutes à la fin, c'est, «Here is what else you need to know today» et donc c'est vraiment les titres, quoi et c'est pas mal parce que c'est des épisodes aussi qui vieillissent bien, finalement. Tu peux les écouter une semaine après, c'est vachement bien fait et pour les gens qui apprennent l'anglais, il y a les transcriptions, qui sont, J'allais te poser la dispo question. aussi, ouais, ouais, ça, c'est vraiment pas mal et je crois que maintenant, d'ailleurs, sur Apple Podcast, tu as les Oui, maintenant, sous-titres des podcasts. si on Ouais. a iOS 17. Moi, c'est un vieil Ah iPhone, d'accord, donc je l'ai pas, voilà, j'ai pas accès. d'accord, pas Mais encore. voilà, c'est vrai que Ouais, je partage gratuitement toute une méthode sur comment apprendre l'anglais ou le français à partir de ouais, podcasts. Et du coup, forcément, il ouais. nous faut la transcription. Et il y a plein de Bah, bien podcasts sûr. pour lesquels c'est difficile de la trouver. Mais maintenant, Ouais, enfin, si on a iOS 17, on peut du coup ouais, l'avoir, on va l'imprimer, mais on peut suivre en même temps. Donc ça, c'est génial. bien sûr. Bah, ouais, non, c'est clair, c'est hyper précieux et puis un autre sur un registre, beaucoup plus, je dirais, à la fois engagé, politiquement, sociétalement et humoristique, sur un ton assez humoristique. C'est un podcast qui s'appelle I've Had It, donc genre, je sais pas, j'en ai assez d'eux, et en fait, c'est 2 femmes et en fait, c'est assez rigolo parce que c'est, 2 middle-aged, white women, tu vois? Genre, je crois qu'elles viennent d'Oklahoma, je crois, donc tu vois, un état qui pourrait être, tu vois, 2 femmes, de 50 ans passés, 2 blondes. Tu t'attends à un truc un peu conservateur et en fait, elles sont dans le l'anti-cliché, de tout et en fait, elles utilisent des situations, si tu veux, du quotidien pour te dire, en fait, en quoi ça les dérange, mais avec beaucoup d'humour, et à la fois beaucoup d'engagement, pour, l'inclusion, la paix et cetera et je rigole énormément avec, ce podcast. Super. Et donc là, Voilà. c'était 2 podcasts en anglais. Est-ce que tu en aurais un en français? Ouais. Ouais, alors, écoute, j'en ai écouté un récemment que j'ai beaucoup aimé, c'est une série en 3 épisodes, c'est Où es-tu Mansour? Mansour, qui est sorti chez Friction, au pluriel, et en fait, c'est une journaliste, qui a une amie, qui un jour lui raconte une histoire, de son amour de jeunesse. Comme on a tous eu un amour, je sais pas, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, enfin bref, on a tous eu, des sentiments, on a tous eu, les hormones adolescentes, n'est-ce pas? Et donc, la fille, dans la conversation, en gros, c'est: «Mais qu'est-ce qu'il est devenu ce Mansour?» Donc, Mansour, c'était, le copain, de l'époque et en fait, elle s'engage dans cette, enquête de savoir qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec et est-ce qu'on a encore envie de lui parler? Et c'est vrai qu'on je pense qu'on a tous eu, un jour envie de savoir, que ce soit, je sais pas, que notre voisin de classe, notre amoureux, machin, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu vois, des fois, avec copains d'avant, LinkedIn, Facebook, tu as une petite idée, mais là, c'est rentrons en contact et voyons un peu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne? Et donc c'est en 3 épisodes. Il y a, le début de l'histoire finalement de ce qu'elle se souvient, il y a la recherche et puis ils arrivent à retrouver cette personne et c'est, super bien réalisé. C'est hyper agréable, c'est immersif, c'est aussi rigolo.
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Où es-tu, Mansour? Ou où est Mansour? Un truc comme ça. D'accord. Et tu as dit le mot journaliste, et là je me fais mince, j'ai oublié une question. Alors c'est pas grave, même si c'est la dernière, je vais te la poser si tu as encore 2 minutes. Euh, C'était, oui, sur LinkedIn, tu as marqué reconversion, en reconversion journalistique. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un peu plus? Bah, en fait, je crois que j'ai beaucoup complexé du fait d'être dans le podcast, mais de pas être journaliste. Parce qu'en France, on dit beaucoup, il te faut ta carte de presse, il faut être passé par la bonne école, par etc. etc. Et en fait, je suis devenue ingénieure un peu parce que on m'a dit que les sciences menaient à tout. Mais ma passion, depuis que je suis toute petite, c'est raconter des histoires, c'est parler, c'est comprendre ce qui se passe, etc. Et donc le journalisme, en fait, c'est quelque chose qui m'attire depuis énormément, depuis un petit moment. Je vais avoir 40 ans dans un an et donc mon idée, c'est, de réussir à être, journaliste, vraiment pour mes 40 ans. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus, je suis des formations. Je te le disais, je commence à bosser, pour 20 minutes et hem et voilà, et je suis ravie. C'est un projet, en cours, mais qui est plutôt bien engagé. Super, je te souhaite plein de réussite. Merci beaucoup. Et merci, vraiment, merci beaucoup Anne-Fleur pour le temps, voilà, pour cet épisode. C'était vraiment une super opportunité de pouvoir faire ta connaissance. Parce que voilà, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de French Expat. Et du coup, voilà, pouvoir échanger avec toi, c'était vraiment super. Merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole, puis d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire, c'est super sympa.